On va donc passer à la première session spécialisée qui est vraiment en rentrant au cœur du sujet, qui est SHS et rôle du solaire PV dans la transition énergétique. Donc c'est une première session en fait qui permet à des acteurs du secteur d'exprimer leur ressenti finalement sur les problématiques SHS du développement du solaire PV. Donc, on a vu la dynamique de ce développement. Donc je vais d'abord demander à Alain Nadaille d'intervenir sur le thème donc, des SHS dans la recherche en énergie. Alors, Alain Nadaille est directeur de recherche au CNRS, donc chercheur au CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Il est aussi co-responsable du groupe prospectif de réflexion énergie-climat de l'Alliance Athéna, qui est l'autre alliance très concernée par le sujet aujourd'hui sur les SHS. Bien, merci. Donc je vais vous parler des SHS et des questions d'énergie, et puis je clôturerai en essayant, c'est une cartographie impressionniste, parce que je ne suis pas spécialiste de tout le domaine des études SHS sur le PV, mais j'essaierai de vous donner une idée de tous les thèmes qui sont travaillés, parce que c'est en train de se développer, de se diversifier. Il y a des doctorants beaucoup qui sont sur le sujet aujourd'hui en France. Voilà. Donc avant ça, je vais faire un tout petit point sur la question SHS et énergie. Certains de vous l'ont peut-être entendu, je serai assez rapide, mais je pense que c'est intéressant de le redire une fois ici. Ça a été dit voilà. Ça concerne un travail qui a été fait dans le cadre de l'Alliance Athéna. L'Alliance Athéna, donc, c'est une des grandes alliances et elle concerne les sciences humaines et sociales. Donc les membres fondateurs sont là, je ne vais pas retourner dans les détails, c'est une présidence CNRS-CPU qui alterne. Et en 2012 a été initié un groupe de travail sur les questions d'énergie qui était présidé par Sandra Logier et qui aujourd'hui vit toujours et coordonné par Olivier Labussière du laboratoire PACT, qui est géographe, moi-même et Sandra Logier. Et donc c'est un club de réflexion où on a essayé de travailler à un peu réunir des SHS différentes, essayer de dire dans un langage non érudit ce que peuvent faire les SHS sur les questions d'énergie et la façon dont elles problématisent aujourd'hui ces questions qui sont devenues des questions systémiques et de société. Donc l'idée c'était ça, et ça a produit un agenda scientifique, il y avait 15 chercheurs, on a fait des auditions, et aujourd'hui ça a débouché sur un GDRI qui est en train d'être lancé, qui s'appelle Engage, Engage pour engagement, et qui essaie de travailler, pour dire simplement l'agenda, c'est qu'on est un peu pris aujourd'hui entre des agendas sur la transition énergétique qui sont très, ce qu'on appelle normatifs en sciences sociales, c'est-à-dire avec des objectifs, et qui se tournent vers les sciences sociales et qui disent comment on va réaliser tant de gigawatts de ceci, de cela, et on tombe sur des agendas en termes d'acceptabilité sociale, de projets technologiques qui ont été déjà souvent préformatés. Donc il y a un problème pour les sciences sociales, c'est comment se positionne-t-on en tant que sciences sociales, sachant que nous avons historiquement un agenda qu'on dit critique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi à analyser de manière critique comment ces projets technologiques ont émergé, qui ils prennent à bord et quels intérêts ils peuvent servir et comment peuvent-ils se décliner. Donc à réouvrir cette question de l'agenda. Donc voilà, il y a pour les sciences sociales sur l'énergie une question importante qui est de trouver des façons de s'engager dans les deux sens. De s'engager dans ces agendas de transition, mais de s'engager aussi en tant que sciences sociales et de faire entendre cette nécessité d'ouvrir les agendas pour ne pas trop resserrer les questions d'acceptabilité sur des questions, on pourrait dire, très instrumentales. On va demander simplement aux gens d'accepter ce qu'on veut développer, ce qu'on a pensé développer loin d'eux et sans eux, et pour trouver des voies pour construire, si vous voulez, des compromis plus larges. Voilà, donc ça c'est un agenda qui se développe à l'international avec des laboratoires en Angleterre et au Québec. Alors, le constat dans ce groupe de travail, enfin je le rappelle, je pense que c'est important de le dire encore aujourd'hui, c'est que les sciences sociales sur l'énergie, on hérite d'un agenda scientifique qui a une forte composante technologique. En France, la tradition a été que c'est surtout les économistes qui étaient près des pouvoirs publics pour décider de ces questions d'énergie, qui étaient des orientations qui étaient décidées dans les PPI, en termes d'investissement, en termes d'offres, avec
un problème un peu historique à faire monter les questions de demande. On l'a vu dans le débat national sur la transition énergétique en 2012-2013. Voilà, donc les décennies 2000, ce qu'elles ont amené, c'est l'agenda climat-énergie. Le fait que ces questions d'énergie sont devenues des questions systémiques et de société, et qu'on s'est rendu compte dans plusieurs domaines. Je prends par exemple le CCS. Moi, j'ai encadré un travail de thèse sur l'émergence de la politique européenne, où on a vu que c'est assez caricatural. L'émergence de cette politique CCS, c'est de grands acteurs qui étaient autour d'une table et qui ont considéré en gros les réservoirs souterrains comme des poches. Et ce qu'il y avait à la surface était absent de toute la réflexion. Et on a vu en 2010, sur des projets comme Barendrecht, tout ce projet un peu implosé par une politisation qui était une demande de politisation qui était légitime, de prise en compte de ce qu'il y avait à la surface et des relations entre la surface, le tissu social et ces poches souterraines. Donc on hérite de cet agenda de sciences sociales qui sont positionnées en aval, de projets technologiques et qui sont réticentes à monter, à se rapprocher des salles de pouvoir par peur d'être instrumentées, de rentrer dans des agendas normatifs. Donc il y a tout un travail à faire de rencontres, de définition d'agenda, de prise en compte et de reconnaissance des différences de pratiques entre les sciences. Et le travail de rédaction d'agenda dans ce groupe de travail a été intéressant parce qu'il y avait des économistes et certains se sont rendus compte que l'agenda des sciences sociales non économistes était totalement différent du leur. Ça a été presque sidéral pour eux quand ils ont vu ce qui sortait d'une quinzaine de sciences sociales non économistes, enfin de 12 et puis de 3 économistes dans le groupe. Voilà. Donc la question c'est comment, c'est d'avancer dans cette direction-là. Alors ça a donné un livre qui est disponible en ligne, qui est en langage, on l'espère, simple, et qui propose une approche pour essayer de se faire comprendre. C'est pas le fin mot de l'histoire, c'est pas le programme de recherche stabilisé, mais c'est une proposition d'agenda et c'est pour essayer de se faire comprendre, de faire un travail de diplomatie. Donc voilà, le principe, pour le résumer très simplement, après j'en viendrai au PV, c'est qu'on regarde la technologie comme, on appelle ça un entrelac hétérogène, c'est-à-dire la technologie n'est pas que des artefacts techniques. On a eu à l'instant une magnifique présentation, enfin moi j'étais passionné par ce qui vient d'être présenté sur le PV, j'ai beaucoup appris en quelques minutes. On sentait très bien derrière cette présentation qu'il y avait la question de l'artefact technique, mais qu'il y avait aussi toute une dimension de réseau, d'histoire, de tous ces sauts technologiques sont des sauts qui sont des sauts collectifs, des sauts de recherche. On n'aurait pas fait l'espace sans le PV, mais on n'aurait peut-être pas fait le PV sans l'espace. Voilà, donc le projet politique de l'espace a porté aussi le PV. C'est juste un exemple. Donc c'est un entrelac, et cette technologie a toujours un périmètre et des définitions qui sont contestables, qui peuvent ne pas convenir à certains acteurs. On a beaucoup entendu parler ces dernières années de controverses technologiques. Donc cette idée, c'est que ces projets technologiques sont toujours contestables, et même très précocement quand ils sortent. Donc l'idée, c'est de proposer une sorte de grille de lecture qui aborde cette technologie selon différentes dimensions qu'on met en circulation, qu'on ne donne pas dans des silos sous-disciplinaires au SHS, mais pour essayer de faire dialoguer. Alors on les a rassemblés comme ça, les visions du futur et ce qui est scénario, construction de nos futurs, toute la pratique des scénarios, la sociologie des communautés qui font ces scénarios, comment elles se positionnent, comment un modèle devient-il un modèle qui est capable de dire le futur. On accepte collectivement tous, on se dit, ce modèle dit des choses intéressantes. Comment cela devient-il ? La question des gouvernances et des politiques, il y a l'analyse des politiques publiques, des instruments de ces politiques, mais aussi de la politique des politiques publiques. Sous quelle force et impulsions politiques ces politiques publiques et ces instruments sont-ils choisis ? Tout ce qui est la construction des marchés, le passage par le marché, qui est essentiel aujourd'hui dans la politique européenne mais au niveau international. On fait passer la transition par le marché. Et les modes de régulation de ce marché, les normes et les modes de consommation, les pratiques de consommation. Et enfin, un dernier point qui est toute la dimension spatiale, territoriale et des recompositions sociales. Alors vraiment, l'idée, c'est d'avoir des problématiques articulées, une lecture systémique, une ouverture, travailler à une ouverture interdisciplinaire. Et là, quand je dis interdisciplinaire, c'est pas uniquement
des SHS avec des disciplines, et on ferait des projets où on met des disciplines définies à côté les unes des autres. Il y a aussi la façon dont ces projets font un peu voler en éclats et troublent les frontières entre ces sciences. Et quand on met des acteurs un peu sociétaux, des ONG, des choses comme ça, dans ces projets, qu'est-ce que ça nous apprend sur notre façon et comment ça nous déplace dans nos disciplines? C'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler dans ce GDRI Engage aujourd'hui. Voilà, et de regrouper les approches. Donc je ne vais pas dans le détail, c'est un peu le sommaire de la façon dont on détaille ces grands thèmes. On a essayé de faire comprendre un peu, de donner une idée des travaux en cours, des façons de problématiser qui étaient là. L'enseignement de tout ça, c'est qu'il y a une capacité des sciences sociales à intervenir en amont dans la définition des agendas technologiques sous certaines conditions, parce qu'elles ne sont pas prêtes, on n'est pas prêt du tout à, si vous voulez, lâcher notre agenda critique. C'est un peu le cœur de notre épistémologie, quoi, et c'est ce qui nous définit, quoi, c'est ce qui forge le cœur de nos disciplines aussi. La nécessité d'aborder dès l'amont les enjeux technologiques comme des enjeux systémiques et sociotechniques. Il y a peu de travaux en France qui couplent ou qui amènent des sciences sociales à travailler sur des questions de recherche fondamentale. Ça commence à se faire, et ça c'est beaucoup plus fréquent à l'étranger, et c'est très riche d'enseignement. Le risque de réduire les enjeux de transition à leur seule dimension quantitative de gigawatts ou de mégawatts et à rentrer dans le schéma que je décrivais plus haut d'instrumentalisation des sciences sociales et d'agenda d'acceptabilité sociale très resserré, très réducteur. Voilà, donc j'en viens au solaire photovoltaïque, ce que j'ai essayé de faire, parce que Jean-Guy m'avait demandé de faire un point sur le photovoltaïque, ce dont je suis totalement incapable, mais j'ai rassemblé ce que je savais pour essayer de un peu le cartographier, de façon comme des palets qu'on pourrait déplacer, pour vous donner une idée de la diversité et des façons de problématiser le photovoltaïque qui existent aujourd'hui. J'ai fait ça au moment où j'étais à la première conférence d'une revue qui s'appelle Sciences sociales et énergie, enfin Energy Research and Social Science, et qui était une conférence internationale, et j'ai parcouru notamment, c'est en entendant tout ce qui était dit là, ça nourrit ce que je connaissais sur la France et du peu de travaux que j'ai fait sur le photovoltaïque, et j'ai essayé de faire des paquets, et que j'ai essayé de positionner, mais c'est impossible, en fonction des quatre coins qui sont les quatre axes, et ça ne peut pas marcher parce que les quatre axes, ils circulent. Donc il ne faut pas chercher des tropismes trop forts. Mais enfin, il y a quelque chose qui est important, je pense, sur le photovoltaïque, et qui ressortait très bien dans la présentation précédente, c'est qu'avec le photovoltaïque, il y a quelque chose, à proprement parler, de révolutionnaire. Je crois que c'est Georges Bataille qui avait parlé de ça, sur le plan philosophique. Cette énergie massive qui nous arrive a un potentiel à déplacer notre rapport à l'énergie qui est révolutionnaire. Mais qui est peut-être à portée de main, mais la présentation l'a bien montré, on n'y est pas encore. Pourquoi révolutionnaire? Alors il y a des visions comme Hermann Schier, qui a, voilà, sur cette question de la décentralisation de l'énergie, qui pourrait repositionner totalement, enfin, à la fois nos infrastructures énergétiques, notre relation à l'énergie, la géopolitique de l'énergie, donc les questions d'équilibre politique, enfin voilà, ça pourrait aller jusque-là. C'est ça, dans ce sens-là, que c'est révolutionnaire. Donc sur les questions de vision de futur et scénario, on va trouver évidemment des travaux sur la place du photovoltaïque en fonction d'agenda technologique, de prospective technologique, mais aussi toutes ces visions presque de science-fiction qui rattachent au solaire cette dimension révolutionnaire et qui sont des sources d'inspiration en fait dans les actions, dans les directions qu'on va chercher. Alors sur la question de la décentralisation, d'une façon un peu plus pragmatique, il y a tous les travaux sur ce qu'on appelle l'énergie communautaire, enfin community energy, qui est très développée au Royaume-Uni. Voilà, où ce qui a été analysé, alors il y a eu des travaux en France, Béatrice Coin qui va intervenir cet après-midi sur FIJAC, qui est un projet coopératif mutualisé, photovoltaïque, avec une centaine d'agriculteurs en France, qui existe aujourd'hui. C'est assez typique de ce type de cas, d'initiative qu'on appelle grassroots, qui émerge de la base, et qui, à partir d'un projet renouvelable, commence à créer une dynamique locale et territoriale vers des projets plus larges
d'énergie renouvelable, de tenter d'avoir une main sur son propre développement à travers la question énergétique, et qui soulève toute l'articulation aux instruments de politique publique. Permettent-ils, parce que c'est, Béatrice, je pense qu'on montrera, il y a une politisation au niveau local de la question de l'énergie, on s'en saisit autour de certaines valeurs, et on en fait un modèle économique. Donc, à partir de là, on a des analyses qui regardent les conditions de succès, d'échec, les conditions de performance, les conditions de concrétisation de ces projets. Autre aspect, c'est les questions de spatialité au sens de paysage de l'énergie. Alors, il y a eu beaucoup de travaux sur l'éolien, il y en a eu en France, il y en a eu à l'étranger. Il y en a eu un peu moins sur le PV parce que ça a posé beaucoup de questions au départ quand c'était mis sur des terres agricoles, et très rapidement, en tout cas en France, ça a été resserré sur des toitures pour éviter justement ces enjeux de paysage de l'énergie. Mais sur ces questions de paysage, il y a toute une littérature qui analyse, la France par rapport aux autres pays. On a une tradition très visuelle du paysage, ça a été historiquement construit, c'est la façon dont on a construit notre paysage comme bien public, dont l'État était garant. Et aujourd'hui, le PV, les énergies renouvelables, travaillent leur développement dans ce chemin-là et questionnent cette dimension visuelle dans certains cas. Et ces questions de spatialité touchent même, on le voit quand on analyse des cas autour des enjeux de paysage et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, à la question même de la ressource et de sa construction. Dans la présentation précédente, on a vu que la ressource était abordée comme une descente de flux énergétiques sur la Terre, avec un certain nombre de filtres, et on était en position de réception. Dans toutes ces questions en sciences sociales sur les énergies renouvelables, on touche de plus en plus à la question de la ressource. Comment on la cadre? Comment est-elle cadrée en droit? À qui appartient-elle? Qui est légitime pour l'exploiter? Et ces questions d'énergie renouvelable communautaire posent cette question. Il a été dit à certains moments qu'en fait, c'était des rentes indues. Le fait de s'approprier un projet sous régime de tarif, donner un droit à une communauté sur une ressource et un bénéfice qui était contesté comme une rente. Voilà. Et le droit, en fait, en Europe et en France, n'a pas tranché cette question. C'est très singulier parce que les politiques européennes et françaises sur les énergies renouvelables ont démarré au milieu du gué. Elles ne se sont pas interrogées d'abord sur la ressource pour dire qui pourrait l'exploiter et mettre en place les instruments. Elles sont parties des instruments de politique publique et ont rencontré la question de la ressource et l'ont tranché un peu par défaut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le statut, par exemple, de la ressource solaire n'est pas vraiment tranché en droit. C'est à travers les projets, les instruments, que les appropriations se font. Donc vous voyez, ces questions de spatialité, dès qu'on les déroule et qu'on tire le fil du paysage, on rencontre qu'est-ce que c'est que la ressource et quelles sont les diverses ressources qui sont mobilisées quand on fait un projet renouvelable. Parce que quand on fait un projet renouvelable, par exemple pour l'éolien, on mobilise du vent, mais on mobilise aussi des terres, on mobilise donc des contrats avec des acteurs, qui peuvent être des fermiers ou des propriétaires, on mobilise donc des pratiques partagées de ces parcelles, de ces paysages, de ces territoires, on mobilise donc des énergies collectives locales, des synergies locales. Et ça, c'est très, très saillant dans les projets d'ENR qui localement sont problématiques, cette question d'un bouquet de ressources qui n'est pas reconnu ni par les instruments de déploiement qui resserrent sur la question des tarifs, ni souvent par les institutions qui instruisent les projets pour donner les autorisations. On resserre le paysage sur une dimension purement visuelle. Voilà, donc pour spatialité, sur l'acceptabilité, il y a eu tout un débat, une critique du NIMBY. Les sciences sociales, de façon générale, sont assez réticentes à s'engager dans des agendas d'acceptabilité. Si elles le font, c'est sous condition d'être autorisées à réouvrir la question de la genèse du projet qui est en question et à mettre à plat un peu la politique de ce projet pour en permettre la discussion. Alors, des questions qui émergent aujourd'hui, suite notamment à la loi de 2015 de transition énergétique, c'est les questions de capitalisation des ENR. Globalement, on est dans un moment de tournant sur ces questions de financement des ENR. On est sous impulsion de l'Europe
sur une sortie progressive des tarifs d'achat. Alors, ça va être quelque chose... j'ai vu des résultats sur le Royaume-Uni où, aujourd'hui, pratiquement 60% des projets communautaires sont en train de s'arrêter avec la sortie des tarifs d'achat. C'est que le tarif d'achat était quand même un des piliers de ces initiatives décentralisées. On est en sortie de tarif d'achat, et ce que comporte la loi de 2015 en France, c'est cette sortie annoncée vers des primes, plutôt que des tarifs, en même temps qu'on ouvre des possibilités pour les citoyens, les collectivités locales et les acteurs locaux de capitaliser sur les projets ENR. Donc on est en train d'organiser un peu tenter une sorte de déplacement des modes de financement. Et ce déplacement est fait sous le langage de la participation citoyenne. Vous voyez bien qu'en tant que science sociale, tout de suite, ça soulève une question. Qu'est-ce qu'on veut dire par participation? Faire participer qui? Pourquoi? Pour donner quel pouvoir? Donc il y a tout un agenda qui est en train de s'ouvrir sur la gouvernance qu'il y a derrière cette participation, cette finance participative. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut en reparler. On est en train de lancer des travaux. Voilà. Donc sur les gros blocs, c'est pour vous donner sur les gros blocs, il y a tout ce qui est nouvelle géopolitique de l'énergie, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure avec le caractère révolutionnaire du solaire. Il y a tout ce qui est le marché, l'industrie et l'économie du solaire, où là les sciences sociales, les économistes, de façon évidente, ont des méthodes pour analyser, mais il y a aussi toute une sociologie des marchés qui se développe aujourd'hui et qui est très riche. Voilà. Toutes les questions d'économie et de sociologie de l'innovation, on a une tradition d'analyse qui peut tout à fait s'appliquer au PV. Il y a toute la dimension systémique du photovoltaïque. À partir du moment où il décentralise, comment cela peut-il se passer, notamment en France, avec un réseau qui est descendant et centralisé? Il y a des points qui sont à la fois très techniques, sur les questions d'intermittence, de variabilité, mais il y a aussi des problèmes de sciences sociales. Simplement, par exemple, parce que dans un réseau centralisé, un système centralisé de ce type, le type de connaissances que nous avons produit historiquement et qui fait un peu force de loi dans la gestion de ces réseaux au niveau technique, est une connaissance qui émane d'une organisation centralisée. Et donc, on a un plan d'épreuve centralisé en termes de connaissances pour des technologies décentralisées. Et voilà, donc il y a toute une science sociale qui sait travailler ces questions-là, ces questions de sociologie de la science. Enfin, il y a deux points que j'aimerais bien juste évoquer avant de clore. Il y a la question de l'accès à l'énergie, de la pauvreté et de la santé. Dans le monde, la première cause de mortalité, c'est par les poussières liées à la cuisine au bois dans les maisons, dans les pays en développement. C'est la première cause de mortalité. Et là, on voit donc que le solaire, il y a des solutions qui viennent du solaire pour changer le type de four et d'installation de cuisson. Donc ça, c'est un enjeu majeur qui ne se réduit pas du tout à la question technique, parce qu'on voit bien que c'est une question qui a une dimension sociale évidente. Voilà. Donc il y a ce point-là, et il y a toute la question des instruments sur lesquels on a pas mal travaillé aujourd'hui en France, avec l'éolien. Des instruments comme le tarif d'achat qui resserre la question, on imagine, en fait, derrière le tarif d'achat, on resserre toute la question de l'énergie renouvelable sur l'incitation économique. Et donc ça pose toute la question de est-ce qu'on autorise des projets comme des fermes solaires? Je pense qu'Antoine en parlera cet après-midi. Comment se politisent les choses? Quel est le rôle des acteurs intermédiaires sur le territoire? Je pense qu'on a Sandre qui va en parler cet après-midi. Le rôle des maires comme interface entre ces territoires et des instruments qui sont très resserrés sur une pensée économique. Voilà. Il y a la question de ces instruments. On a aussi des analyses aujourd'hui, comme on a beaucoup de cas. Ces instruments, en se développant, ils créent un milieu qui leur est associé, un milieu d'acteurs qui se sont constitués autour des développements qu'ont créé ces instruments et qui leur donnent, qui deviennent presque des lobbies, quoi. C'est-à-dire qui leur donnent une certaine inertie d'existence. Et donc on a un jeu politique et une structuration politique qui s'est constituée en quelques années autour de ces instruments. Voilà, donc ça, il y a des terrains d'analyse pour les sciences politiques, pour les analyses institutionnelles. Voilà, et donc il y a une capacité des instruments à, on dit, performer le réel. C'est un langage un peu
de sciences sociales, mais c'est-à-dire à vraiment former une réalité qui va avoir une dimension sociologique et politique. Et quand on va vouloir changer d'instrument comme aujourd'hui, on part de cette réalité constituée et puis un peu qui a durci quoi, des intérêts. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était surtout pour essayer de vous donner une idée des façons multiples. J'ai oublié des choses. L'histoire est peu présente parce que peut-être je ne suis pas historien. Le droit aussi. Mais il y a des travaux, vous verrez cet après-midi, très intéressants sur ces questions, sur ces dimensions-là, des énergies renouvelables et du solaire photovoltaïque. Merci. Merci beaucoup Alain. Est-ce qu'il y a des questions pour Alain Nadal? Oui, Henri Prévost, j'ai écrit plusieurs bouquins, trop de pétrole et d'autres depuis 10 ans. J'ai envie de vous poser une question sur vous-même, sur la sociologie, sur le choix des études. Tout ce panorama est passionnant, c'est très intéressant. Il y a un mot qui apparaît tout de même dans votre tableau, c'est intermittence et capacité de stockage. La différence de production en France entre l'hiver et l'été, c'est, enfin jour d'hiver et jour d'été, c'est 4 fois. En été, c'est 4 fois plus l'hiver. En l'hiver, on a davantage besoin d'énergie que l'été en plus. Enfin, ça dépend de la climatisation. Enfin, voilà. Et le problème du stockage, si on prend en échelle, le problème du stockage de l'été vers l'hiver est un problème colossal. Et je veux dire qu'il est tellement énorme j'ai l'impression qu'il écrase tout le reste. Tant qu'on n'a pas réglé cette question, on pourra, réfléchir. On pourra réfléchir sur les impacts, que pourrait avoir tout ce qu'il faut considérer pour un développement massif du photovoltaïque, ou pour laisser le photovoltaïque se développer massivement. Mais tant qu'on n'a pas réglé cette question, c'est des réflexions qui sont intéressantes. C'est énorme, je vous assure, c'est énorme. Et le seul stockage à long terme, c'est en passant par du gaz, et le rendement physique, c'est pas une question de sociologie, ça ne peut pas dépasser un tiers, les 5 quarts. Bon. C'est-à-dire qu'il faut des quantités considérables faites l'été pour pouvoir avoir de l'électricité l'hiver. C'est pour ça qu'on a un sentiment un peu de gêne quand on entend, disons, l'élaboration de toutes ces réflexions, la territorialisation, tout ça, la participation du public, etc. Tant qu'on n'a pas abordé de fond cette énorme question, qui a comme effet aussi, de même opportunité, que le coût du photovoltaïque sur toiture aujourd'hui, on le paye à 300 € par mégawattheure. C'est pas vrai. Ou mettons 250, ça ne peut pas descendre en dessous de 150. Les progrès de technologie de rendement sont très forts, mais il faudra toujours un artisan pour le passer. Donc, qui dit un coût élevé, dit qu'il faut une subvention. Et il y a une subvention. Le passage avec des primes, les gens de l'énergie intermittente sont très contents. C'est encore plus intéressant que le tarif d'achat. C'est eux qui les font. Bon, donc, tout ce qu'on parle sur la territorialisation, avec un financement centralisé et des subventions, il y a un décalage là tout de même, entre l'initiative locale et le fait que c'est financé globalement. Voilà, donc il y a ces deux choses, la technique et le financement. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs questions dans la question. C'est évident que tant qu'il n'y aura pas de stockage, là, j'ai bien dit, ça, le potentiel révolutionnaire, on n'y est pas. Et notamment le stockage est entre nous et ce potentiel, ça c'est certain. Après, je suis très conscient de la question d'intermittence, voilà. Mais je suis conscient que c'est énorme. Après, il y a 2 points. Sur le financement, le coût des énergies et le coût de leur développement, le coût d'avoir l'énergie, le coût technique, il y a le coût politique aussi. Et ce coût politique de dépendre d'énergie fossile, c'est nous le décidons aussi. C'est-à-dire la question du financement et de décider de financer. On a une énergie qui est abondante, qui tombe, et on a un coût pour la rendre utilisable. Le coût qu'on décide d'accepter de mettre pour la rendre utilisable est aussi un coût politique. Voilà. Et ce coût doit être discuté. Il ne peut pas être tranché sur la base d'une comparaison à l'euro avec la production d'un kilowattheure par voie nucléaire ou thermique. Enfin, ce n'est pas la seule donnée. Donc il y a quand même une place pour une discussion.
Sur la question du stockage, alors, je suis tout à fait d'accord pour votre remarque, mais je pense que dans un système, enfin, là je parle de la France, hein, dans un système centralisé, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, où les plans d'épreuve institutionnels sont forcément hérités de cette histoire centralisée, le déploiement d'expériences locales, de tentatives locales qui se multiplient, est toujours intéressant parce qu'on en apprend beaucoup. Ces initiatives locales ne régleront pas aujourd'hui la question du stockage, j'en suis bien d'accord, mais en attendant, il y a des combinaisons au niveau local qui explorent des sentiers dont on apprend. Et je pense que la façon d'avancer, elle est de ces multiples expériences, à la fois d'une progression sur les questions de stockage, d'un questionnement de notre héritage centralisé et d'apprentissage d'initiatives décentralisées qu'on a tout intérêt, aussi pour des questions ne serait-ce que de résilience, à démultiplier quand on entre dans un processus de transition. Voilà ce que serait ma réponse aujourd'hui, puisque vous m'avez interrogé sur moi. Je vous donne une réponse telle que je l'ai. Je ne suis pas physicien, je ne suis pas un expert de l'électricité et des réseaux. J'essaie de discuter avec des physiciens qui s'y intéressent pour mieux comprendre ces enjeux, et je ne les nie pas, mais voilà. Je pense que ça n'efface pas l'apport de ces analyses de sciences sociales et de dédier toute cette énergie à ces explorations qui ont été décrites. On va être obligé de continuer la journée. Merci beaucoup, Alain. Donc, je vais maintenant inviter Cédric Bozona. Il est là. Donc, il est la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, donc au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui va donner le point de vue de la DGEC sur le thème, donc les problématiques SHS et leur expérience du solaire PV sur le terrain. Donc Cédric Bozona est adjoint au chef du bureau des énergies renouvelables, chargé du solaire à la DGEC. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir proposé de venir vous parler aujourd'hui. Donc je travaille au ministère de l'Énergie, je ne suis pas du tout un spécialiste des problématiques SHS. Je viens aujourd'hui pour vous parler donc, de notre point de vue à la DGEC, donc, de ces problématiques, comment nous les rencontrons au quotidien dans nos dispositifs de soutien et comment nous essayons de les prendre en compte dans ces dispositifs. Donc, pour commencer cette présentation, je vais vous proposer une introduction sur notre cadre réglementaire sur la politique photovoltaïque en France. Et ensuite, on abordera les différentes problématiques SHS que nous rencontrons dans ces dispositifs de soutien. Alors, en décembre dernier, la programmation pluriannuelle de l'énergie a proposé des objectifs pour le photovoltaïque qui sont doubles. Donc, des objectifs à l'horizon 2023 avec une fourchette haute à 20,2 gigawatts et une fourchette basse à 18,2 gigawatts. Sachant que fin 2016, nous avons atteint en France une capacité de 7,1 gigawatts. On a également un objectif intermédiaire à 10,2 gigawatts en 2018. Et alors finalement, c'est ces objectifs, c'est cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous permettent d'élaborer notre cadre de dispositifs de soutien. C'est parce qu'on a des objectifs qu'on a le droit de lancer des appels d'offres par exemple, qu'on va mettre en place des guichets ouverts par arrêté tarifaire pour construire de nouvelles installations PV et leur accorder un droit de tarif d'achat. Donc parce qu'on a ces objectifs, on a lancé entre 2016 et maintenant 2017 des appels d'offres qui sont maintenant pluriannuels, pour être exact triannuels, qui permettent de donner une visibilité aux acteurs. Ils savent quels sont les objectifs, comment on va les remplir et quelles sont les périodes d'accès aux appels d'offres pour les 3 prochaines années. Donc on voit sur ces objectifs et sur les capacités qu'on a actuellement qu'il va falloir installer en France entre 1,5 et 2 gigawatts par an si on veut remplir nos objectifs en 2023. Pour ce faire, on a actuellement 2 mécanismes différents, soit un guichet ouvert, donc qui consiste tout simplement en un arrêté tarifaire, où lorsque l'on remplit certaines conditions d'éligibilité, on est de fait éligible à un contrat d'obligation d'achat avec EDF ou une entreprise locale de distribution.
Et dans ce cadre, on a accès à un tarif d'achat. Alors comme ça a été dit précédemment, auparavant, les tarifs d'achat étaient accessibles à tout type d'installation, pour toute puissance. Et maintenant, pour être conforme aux nouvelles directives européennes, on a accès à un tarif d'achat simplement quand notre puissance est inférieure à 100 kW crête. Donc quand on est sur des petites tailles d'installation, que ce soit sur le particulier ou des petits bâtiments. Pour les plus grandes installations, le deuxième dispositif de soutien, c'est les appels d'offres. Donc, dans le cas d'un appel d'offres, seuls les lauréats vont pouvoir avoir accès à soit un tarif d'achat, si l'installation a une puissance comprise entre 100 et 500 kW. Par contre, à partir de 500 kW, on passe sur un deuxième dispositif qui est celui du complément de rémunération, donc qui a également été un peu introduit tout à l'heure en évoquant les primes. Donc le complément de rémunération en fait diffère du tarif d'achat parce que les producteurs sont invités à vendre leur électricité sur le marché. Donc en fait c'est d'une certaine façon, l'idée c'est de dire que les énergies renouvelables, et en particulier le photovoltaïque, sont de plus en plus rentables. Bientôt leurs prix dans certaines conditions peuvent s'approcher des prix de marché. Cependant en France en tout cas ce n'est pas encore le cas. Donc l'idée, c'est de préparer un petit peu la filière à vendre son électricité sur le marché, à obtenir des revenus sur ces marchés. Et l'État, dans le cadre d'un appel d'offres, c'est EDF, l'acheteur obligé, va reverser un complément de rémunération qui est bien un complément pour atteindre en fait, un tarif cible qui serait équivalent à celui d'un tarif d'achat. Et ce tarif cible, en fait, c'est un tarif qui permet une rentabilité normale du capital pour le projet. Donc on a bien ces deux nouveaux mécanismes de soutien. Et avant de passer donc aux problématiques SHS, voilà un petit panorama de quel est le cadre global actuel de soutien à l'énergie photovoltaïque en France. On a donc pour les 0-100 kW un arrêté tarifaire, un futur arrêté tarifaire même qui est en ce moment en discussion avec la Commission européenne, et donc qui va différencier en fait les installations sur bâtiment en injection totale de l'énergie ou les installations en autoconsommation. Donc on y reviendra tout à l'heure parce que pour nous l'autoconsommation c'est bien un aspect SHS important dans le cadre du photovoltaïque. Pour les appels d'offres, on a un peu trois types d'appels d'offres pour faire vite. Des appels d'offres pour installation sur bâtiment, donc qui vont en puissance entre 100 et 8 MW crête, donc on a forcément une différence entre celles qui vont être en tarif d'achat, entre 100 et 500 kg, celles qui ont accès à un complément de rémunération au-dessus de 500 kW. On a un appel d'offres triannuel pour centrale au sol, avec 1 GW attribué par an. On a attribué récemment la première période, 500 MW. Donc là, toutes ces installations ont accès à un complément de rémunération et pas un tarif d'achat. Et finalement, troisième type d'appel d'offres, c'est un appel d'offres pour des installations en autoconsommation. On a déjà eu un premier appel d'offres un petit peu prototype où on a attribué 40 MW. Je vous en donnerai les résultats à la fin de cet exposé. Mais on a lancé un nouvel appel d'offres, triannuel également, avec 150 MW de puissance attribuée par an, qui sont également en complément de rémunération. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu quel était le cadre global de notre dispositif de soutien, je vous proposais d'aborder quelques problématiques SHS que l'on rencontre dans ces mécanismes et comment nous avons essayé de les prendre en compte. Alors le premier, qui est un des aspects assez importants pour nous, c'est celui de l'implantation des centrales au sol. On ne souhaite pas développer le photovoltaïque n'importe où en France. Alors bien que actuellement, en tout cas pour nous, ce n'est pas une énergie qui a des problèmes d'acceptabilité sociale aussi grands par exemple que dans l'éolien. On voit que les projets éoliens, dès qu'ils ont un permis de construire, des dizaines de recours arrivent concernant ce permis de construire. Dans le cadre des centrales photovoltaïques, c'est beaucoup moins présent. Néanmoins, on a quand même des cas, et notamment, on a de temps en temps des conflits d'usage, et notamment avec un usage agricole. Alors, à ce sujet, il y a divers sujets. Il y a celui des centrales au sol, où une centrale, de fait, si elle est sur un terrain agricole, il ne peut pas y avoir d'exploitation agricole en parallèle.
L'autre sujet, c'est celui des serres solaires. On a eu des cas de serres à Libye, où les exploitants disaient que la serre permettrait à la fois une exploitation solaire et une formation de culture agricole en dessous. Et finalement, on s'aperçoit que ces serres font 20 cm de haut et qu'on ne pourrait même pas cultiver des topinambours en dessous. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est important, et le développement solaire s'est fait parfois contre la vocation agricole, bien que dans d'autres cas, ça peut être très vertueux, et on peut avoir des projets de serres solaires où les panneaux vont pouvoir tourner pour de temps en temps permettre que la luminosité arrive sur les plantes, soit vertueuse, et de temps en temps les panneaux tournent dans l'autre sens, et cette fois-ci apportent de l'ombre aux plantes quand elles en ont besoin. Bon, là ça dépasse un petit peu le cadre de cette slide, où je me place simplement dans le cadre de notre appel d'offres au sol, dans lequel nous avons donné des règles d'éligibilité des terrains d'implantation, et ces terrains doivent remplir un de ces trois cas. Le premier cas, c'est simplement un terrain en zone urbanisée ou à urbaniser, d'un PLU ou d'un POS. Le deuxième cas, c'est celui, certes, d'un terrain qui est en zone naturelle, mais dont le document d'urbanisme, donc qui a une réflexion derrière, mentionne explicitement que ce terrain a vocation à développer des énergies renouvelables telles que le solaire. Et finalement, le troisième cas, et c'est celui qui nous intéresse le plus, et dans le cadre de notre appel d'offres, on donnera un bonus environnemental pour de tels terrains. C'est le cas d'un terrain dégradé. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Ça peut être une friche industrielle, une ancienne carrière, une ancienne décharge, un plan d'eau. Dans ces cas-là, on voit que c'est un terrain qui ne peut pas avoir d'autre vocation à l'heure actuelle, et on trouve très intéressant d'implanter nos centrales sur un terrain comme ça. J'aborderai ça dans ma dernière slide sur les résultats des appels d'offres. Vous verrez les résultats sur les terrains dégradés. Alors, on ne peut pas parler de photovoltaïque sans parler de bilan carbone. Quand on ne connaît pas vraiment la filière, on se pose souvent la question, finalement, est-ce que cette énergie solaire, est-ce qu'elle évite vraiment des émissions de carbone? Est-ce que quand on produit un panneau photovoltaïque avec du silicium, est-ce qu'on n'émet pas plus de CO2 que ce que l'on évite ensuite? Alors c'est quelque chose qu'on a voulu prendre en compte dans nos appels d'offres, et on va noter les projets sur le bilan carbone de leur panneau. Et ce bilan carbone, en fait, c'est l'impact carbone à la production des panneaux, qui se donne donc en kilogrammes de CO2 par kilowatts crête, et qui forcément, en fait, varie en fonction de la provenance géographique des panneaux. Donc on n'a pas un critère sur la provenance géographique en tel, mais vraiment un critère sur le contenu carbone. Un contenu carbone donne une note, et ensuite, évidemment, les projets sont classés en fonction de leur note, et les projets les mieux classés sont déterminés comme lauréats. Alors dans l'appel d'offres au sol, on a environ donc, 70% de la note qui est sur le prix, ça c'est même vrai sur l'appel d'offres bâtiment, et 20% donc, qui est sur l'impact carbone. Sur l'appel d'offres bâtiment, c'est simplement 30% parce qu'on n'a pas de bonus environnemental, comme c'est le cas dans l'appel d'offres au sol, comme je viens de vous en parler sur les terrains dégradés. Et alors dans l'appel d'offres autoconsommation, c'est un peu différent parce que c'est des plus petites puissances, on est entre 100 et 500 kW. Donc là, on n'a pas mis une note sur le bilan carbone, mais par contre, on a un plancher à ne pas dépasser, qui est de 750 kg de CO2 par kW crête. Si les panneaux présentés par le candidat dépassent ce plancher, il n'est de fait pas éligible à l'appel d'offres. Alors, troisième point, c'est l'acceptabilité locale. La loi pour la transition énergétique et la croissance verte nous a donné la possibilité d'accorder un bonus pour un financement participatif des projets. Alors ce bonus dans nos appels d'offres, il est de 3 € par mégawattheure. Les projets doivent s'engager à un investissement participatif pendant une durée de 3 ans sur leur projet. Pendant ces 3 ans, au moins 40% du capital va être détenu par
une vingtaine de personnes physiques séparées, ou une collectivité territoriale, ou un mélange entre une collectivité territoriale et plus de 20 personnes physiques différentes. Et alors pour s'assurer du critère local, de l'ancrage territorial, ces personnes doivent être domiciliées dans le département d'implantation du projet ou dans un département limitrophe. Alors afin de ne pas créer d'effet d'aubaine et de s'assurer que cet engagement est respecté, ce bonus peut se transformer en un malus. Si jamais un de ces 3 critères n'est pas respecté pendant les 3 premières années, c'est finalement un malus de moins 3 € par mégawattheure qui s'applique. Alors quand on va voir le niveau de compétition qu'il y a sur les appels d'offres, évidemment, c'est un malus de moins 3 € par mégawattheure. Quand on s'attendait à un bonus de plus 3 € par mégawattheure, ce n'est vraiment pas acceptable pour les porteurs de projets, qui donc, lorsqu'ils s'engagent à ce financement participatif, vont vraiment s'y tenir. Dernier point que je voulais aborder avec vous, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la volonté d'autoconsommer. L'arrêté tarifaire qui est pour nous déjà l'ancien arrêté, mais qui pour l'instant est celui qui s'applique, ne différencie pas en fait les projets qui autoconsomment des projets qui n'autoconsomment pas. Simplement le gestionnaire de réseau, en l'occurrence souvent Enedis, relève lorsqu'un porteur de projet demande un tarif d'achat et un accès au réseau, lui demande si, oui ou non, une partie de l'énergie va être autoconsommée. Et on s'est rendu compte qu'en fait 36% sur l'année 2016 des demandes de tarifs d'achat sont pour des projets en autoconsommation. Et sur ces 36%, il y en a un tiers qui sont en autoconsommation totale. Donc on voit que sans cadre de soutien particulier à l'autoconsommation, on a déjà un tiers des demandes de projets qui souhaitent se positionner en autoconsommation. Et c'est pour ça que dans le cadre du nouvel arrêté tarifaire, qui est en ce moment en discussion avec la Commission, on a souhaité avoir un cadre particulier de soutien à l'autoconsommation. Alors c'est pas du soutien, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus intéressant de se situer en autoconsommation ou pas, mais finalement on a dans ce cadre où le tarif d'injection du surplus est un petit peu plus bas que le tarif en injection totale, on a, pour ramener à des rentabilités équivalentes, une prime à l'investissement lorsqu'on s'engage à autoconsommer une partie de son énergie. On pense également que c'est un modèle qui est très intéressant dans les secteurs tertiaires notamment, et industriels, pour lesquels la production va souvent être synchrone, la production photovoltaïque, avec les consommations. Donc que ce soit des centres commerciaux, des bureaux, qui vont avoir une forte consommation énergétique pendant la journée, pendant qu'on a une production photovoltaïque. Donc voilà, c'est beaucoup moins complet que la présentation précédente en termes de SHS. J'ai pas la vocation à pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais néanmoins, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais un peu vite, en fait, j'ai encore une slide, désolé. Je vous avais promis un petit retour sur les récents appels d'offres. Alors pourquoi je vous fais ce retour, c'est pas vraiment pour regarder les niveaux de prix, même s'ils sont vraiment bas et qui montrent vraiment la compétitivité qu'il y a maintenant sur les appels d'offres français. Du 62 € du mégawattheure sur des projets au sol, ça n'a été jamais vu jusqu'à présent. Il faut savoir donc sur l'appel d'offres au sol, c'était 500 MW qui étaient ouverts et on a eu 2,5 gigawatts de projets qui ont postulé. Donc sur les projets lauréats, il y en a 60% qui ont opté pour le financement participatif, ce qui montre l'appétence des porteurs de projets pour cet ancrage territorial, ce qui montre aussi que notre accès au bonus de 3 € par mégawattheure n'est pas non plus trop facile. On n'a pas 100% des projets qui peuvent se permettre de s'engager. Et alors le point vraiment très important pour nous, c'est le 90%. 90% des projets lauréats, qui sont sur des terrains dégradés. Ce qui montre que l'on n'a pas besoin, donc en tout cas à ce stade, pour pouvoir développer une photovoltaïque et pour pouvoir développer 500 MW, ce qui n'est vraiment pas rien. En France, on a 7 gigawatts, je vous rappelle. Donc pour 500 MW, on peut placer 90% de ces projets sur des terrains dégradés, qui n'ont pas de vocation agricole. On n'est pas obligé de défricher. J'ai oublié d'en parler, c'était marqué dans la slide, mais je ne l'ai pas mentionné. Mais on n'autorise pas le défrichement dans le cadre de nos appels d'offres, et c'est en lien en fait avec le bilan carbone du projet. Parce que lorsqu'on défriche, forcément on perd du CO2 dans la partie bois, mais également dans le sol. Et il y a des études qui montrent qu'un projet solaire défriché n'a pas forcément
un impact très positif sur le bilan carbone global du projet. Et finalement, pour finir, sur l'appel d'offres autoconsommation, dans cet appel d'offres, les lauréats sont obligés de s'engager à 50% d'autoconsommation. Et en fait, ils sont engagés à beaucoup plus, 97% en moyenne sur les projets, ce qui montre que sur cette gamme de puissance, entre 100 et 500 kW, on peut vraiment atteindre des taux de consommation quasiment totaux à 100%. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bozona. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous pouvez vous présenter rapidement avant. Oui, bonjour, Mélodie de l'association ESPUL. J'anime le centre source et site photovoltaïque. J'avais deux questions. Un sur le dernier transparent. C'est 90% des sites dégradés, c'est les projets lauréats ou les projets soumis? Alors 90% c'est sur les projets lauréats. Sur les projets soumis, effectivement, un peu plus bas, mais quand même à 70%. Et ma deuxième question, c'est les modes de financement participatif qui sont permis dans le cadre de cet appel d'offres sont très divers et variés. Est-ce que vous mettrez à disposition des analyses plus fines de ce qui est proposé pour savoir l'impact et les typologies de projets qui sont le plus impliqués? Est-ce que c'est des SEM publics qui représentent 60% ou est-ce qu'il y a une part des riverains? Enfin, est-ce qu'il y aura une analyse plus fine pour savoir quel est le vrai impact social lié à ça? Effectivement, donc c'est une analyse qui est prévue. On attend d'avoir un peu d'autres résultats à l'appel d'offres. Pour l'instant, on en a que un, donc on a simplement Pardon, oui. Donc on a simplement pour l'instant la première période de l'appel d'offres au sol. On va bientôt avoir la première période de l'appel d'offres sur bâtiment. Donc une fois qu'on aura un peu plus de données, on pourra effectivement analyser cela et regarder si c'est des projets simplement des collectivités territoriales ou s'il y a beaucoup de citoyens qui sont impliqués. Il y avait juste une question derrière. Oui, bonjour, merci. Arnaud Lilien, doctorant à l'école d'économie de la Sorbonne. J'avais deux questions. Une première qui concerne le bâti. Donc là, vous dites que vous ciblez principalement les terrains dégradés. Quels sont les axes prévus, envisagés sur le développement des panneaux en fait, en exploitant le bâti, les surfaces de toiture, notamment urbaines, qui sont un sujet à la fois immense et complexe, pour multiples raisons de droit, propriété, faisabilité, technique, juridique, etc. Et ma deuxième question porte sur la relation entre la tarification et la rentabilité. Vous avez plusieurs fois évoqué le fait qu'en fait on se réfère à une rentabilité normative. Comment elle est déterminée? Et est-ce qu'on n'a pas en fin de compte un moment un problème d'endogénéité, exogénéité entre le tarif et la rentabilité, dans la mesure où le solaire va prendre de plus en plus de place dans le mix? Ça rejoint un peu d'ailleurs la question de tout à l'heure. Aujourd'hui on est sur des normes à 30 euros, les dernières appels d'offres sont à 30 € du mégawattheure. On est sur une ressource qui est quasiment gratuite, donc on n'imagine pas que ça va pas avoir une vraie transformation économique et donc une vraie transformation du modèle tarifaire. Et donc si peu à peu le solaire prend de plus en plus de place dans le mix énergétique, quelle va devenir la référence en fait en termes de rentabilité des projets? Je ne sais pas si ma deuxième question est très claire. Je crois que c'est peut-être un peu en avance sur le développement du secteur. On va voir avec ma réponse si ça nous va, mais donc, déjà il y a un petit peu deux sujets. Il y a le sujet des arrêtés tarifaires et le sujet des appels d'offres. Sur les appels d'offres, la rentabilité finalement, nous on ne la regarde pas, c'est les candidats qui la déterminent dans leur offre. C'est eux qui déterminent la rentabilité minimale qui est la leur, où ils pensent qu'ils vont être lauréats de l'appel d'offres et tout de même être rentables. Donc c'est des procédures concurrentielles comme l'appel d'offres permettent d'avoir donc une rentabilité normale des capitaux de fait. Sur les systèmes donc, en guichet ouvert et donc l'arrêté tarifaire, là forcément donc, on prend une rentabilité cible et en fait on se base sur les résultats des appels d'offres, sur tous les résultats qu'on a depuis plusieurs années où les porteurs de projets nous donnent leur plan d'affaires. Donc on a des rentabilités de ces projets
Et donc on prend des TRI cibles qui sont en général, donc, sur les dernières années, de l'ordre de 6%. Il y avait une première question qui était sur le bâti. Encore, il y a toujours cette dualité donc, sur l'arrêté tarifaire qui concerne simplement des installations sur bâti, et d'autre part l'appel d'offres. Je pense que c'est un peu plus intéressant de parler de l'appel d'offres. Dans ce cadre, en fait, nous, sur le bâti, le principal sujet qu'on a, c'est sur les serres à Libye, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on essaie de plus en plus d'obliger dans les appels d'offres les lauréats sur des serres photovoltaïques de fournir des preuves de production agricole. Donc dans le dernier appel d'offres, en fait, les lauréats s'engagent annuellement à pouvoir mettre à disposition de la Commission de régulation de l'énergie des relevés de production agricole sous leur serre, pour s'assurer que ce n'est pas des serres à Libye. Donc on va s'arrêter là parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Merci beaucoup à Cédric Bozona. Donc on va passer maintenant au point de vue des chercheurs en SHS de l'Université Paris-Saclay. Donc on rentre maintenant dans le cœur du sujet local de l'Université Paris-Saclay. Donc c'est Stefano Possi, donc directeur de la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay. Il va intervenir sur le thème compétences SHS de l'Université Paris-Saclay et son plan stratégique sur la transition énergétique et les énergies renouvelables. Donc Stefano Possi est également professeur d'économie à l'Université d'Evry. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Jean-Guy Devezo et Jean-Marc Agator pour cette excellente initiative. Et le message est associé à cette initiative et collabore étroitement avec ITZ et le Club de l'Or. Alors, ma présentation sera rapide, portera sur le rôle de le message au sein de Paris-Saclay, sur les initiatives de Paris-Saclay et sur les aspects liés au photovoltaïque. Donc, la Maison des Sciences de l'Homme est une unité de services et de recherche créée en 2015. J'ai pris la direction en 2016 avec une réorientation stratégique. Les tutelles sont les CNRS, des établissements de l'Université Paris-Saclay. À la coordination des activités participe aussi le réseau national des maisons des sciences de l'homme. Ici, vous voyez une photo de la conférence inaugurale qui a été un moment très important pour définir et stabiliser les projets scientifiques. Alors, quel est le rôle d'un MSH et de notre MSH en particulier? Il faut porter l'interdisciplinarité. Historiquement, l'interdisciplinarité entre les SHS était le projet de Brodel des années 60. Sur Paris-Saclay, on a une opportunité assez exceptionnelle. On est environné par des recherches dans les autres sciences de grande qualité. Et donc, il faut penser l'articulation entre les recherches SHS et les recherches menées dans les autres départements. On a aussi une mission dans le cadre de la politique des sites de fédérer les forces SHS, c'est la préconisation de l'Alliance Athéna. Et enfin, comme unité de service, on n'est pas seulement unité de recherche, mais aussi unité de service, on doit produire des services mutualisés à l'égard de la communauté SHS. Alors maintenant, on pourrait dire que l'Université Paris-Saclay, c'est les sciences dures, il n'y a pas de SHS, il y en a très peu. Eh bien, c'est faux. Si vous regardez la distribution, il y a deux cartographies. Une cartographie réalisée quand on a construit le département SHS. Il y a à peu près 2000 chercheurs et doctorants, plus exactement 1200 permanents et 800 doctorants, avec une distribution un quart économiste, un quart sciences de gestion, un quart droit. Donc le droit est très important dans notre site. Mais il y a aussi toute une diversité de disciplines qui sont représentées, qui sont extrêmement importantes dans les cas restants. Donc les historiens, les sociologues, les géographes, etc. On a fait aussi pour la Maison des Sciences de l'Homme une cartographie sur l'interdisciplinarité, parce qu'on est censé porter l'interdisciplinarité. Donc on a demandé au directeur d'unité de déclarer les individus qui travaillaient sur certaines transversalités.
Et on a trouvé qu'il y avait à peu près 400 personnes sur les questions liées au numérique. Il y avait 300 personnes sur les questions liées à l'environnement et l'énergie, 200 personnes sur le patrimoine et la culture et 100 personnes sur les questions santé. Je parle bien évidemment des chercheurs, enseignants-chercheurs SHS. Cela nous a amené à construire les axes de la MSH, de la nouvelle réorientation. Et vous voyez bien que le deuxième axe, qu'on a appelé de manière un peu provocatoire la culture de la nature, fédère 343 personnes selon les déclaratifs de DU. Si maintenant on fait un zoom, donc on se rapproche de la thématique du photovoltaïque, on voit que cette distribution au sein de l'axe 2 se détaille avec 123 personnes sur les questions environnement, la biodiversité, changement climatique, etc. 122 personnes sur les questions liées au territoire. Et il y a 75 personnes qui travaillent sur les questions énergie, transition énergétique. Bien évidemment, l'articulation avec les questions environnementales est très étroite. Donc il y a des personnes qui travaillent dans deux sous-axes. Il y a aussi une minorité de personnes qui travaillent sur les questions alimentation. Bien évidemment, le message doit penser les articulations avec les autres sciences, c'est-à-dire les autres départements. Ici, on a Armel Leclerc qui anime avec Patricio Lebeuf des réunions régulières dans lesquelles les directeurs des différents départements se rencontrent pour penser l'interdisciplinarité. Mais on a aussi des réseaux scientifiques auxquels il faut participer et des projets. Il y a des projets qui ont une envergure plutôt nationale comme les instituts de convergence, on en a 2 dans Paris-Saclay. Il y a des projets de nature régionale comme les DIM et des projets de nature locale comme les IRS, les initiatives de recherche stratégique dont je parlerai très rapidement parce que c'est important pour les photovoltaïques. Bien évidemment, il faut penser aussi à l'articulation avec les institutions, les décideurs et l'opinion publique et les industriels donc, qui ont des centres de recherche considérables sur le plateau. Donc, vu les temps comptés, je glisse sur la stratégie liée à l'énergie et à la transition énergétique affichée dans les projets SHS. Et je vais vous parler des projets en cours qui existent dans le cadre de l'Axe 2. Donc, il y a des IRS, des initiatives de recherche stratégique financées par l'IDEX. ACXN porte plutôt sur l'environnement et la santé. Momentum nous concerne de très près. Ici, on a la chance d'avoir le porteur du projet Inderemita. Il y a Nutriperzo plutôt sur l'alimentation, SC2D porté par Damien Prime sur la chimie durable. C'est un IRS qui n'a pas été acté mais qui était dans la short list finale et qui mobilise une communauté. Et après, il y a d'autres projets de l'ABEX et des instituts de convergence qui intéressent l'axe 2. Maintenant, si on regarde de près la question du photovoltaïque, le projet Momentum est très important. Donc, il y a eu un intervenant qui a posé la question du stockage de l'énergie. Donc, j'ai rebondi sur cette question. Effectivement, l'année passée, il y a eu une conférence très importante organisée toujours par Jean-Guy et Jean-Marc sur l'hydrogène. L'hydrogène peut représenter une solution pour le stockage. Il y a une complémentarité évidente entre la technologie hydrogène à développer et la technologie du photovoltaïque et du solaire. Et donc, Momentum s'occupe exactement de cette question. Et c'est un exemple important de comment les recherches sur Paris-Saclay peuvent fédérer des objectifs différents et trouver des solutions communes. C'est un exemple donc important. Il y a aussi d'autres recherches qui sont menées. Il y a un autre IRS qui n'a pas été acté mais qui mobilise une communauté qui est Grid for Earth, qui porte sur les questions liées à ces aspects de la transition énergétique. Maintenant, en ce qui concerne la mobilisation de nos chercheurs et enseignants-chercheurs dans les périmètres, il faut, donc je pense qu'Alain Nadaï a fait, une excellente introduction à la variété des thématiques qui peuvent être posées et étudiées
en SHS en ce qui concerne les photovoltaïques. Bien évidemment, il y a les économistes en première ligne, historiquement l'ont été sur la question de la transition énergétique. On peut avoir un point de vue plutôt micro, avec aussi une analyse sectorielle, avec une analyse de business model qui pourrait porter cette transition. Bien évidemment, il y a tous les questionnements liés à l'économie industrielle. On est très fort en France, je pense notamment à l'école d'économie de Toulouse, mais on a aussi sur Paris-Saclay des forces importantes en économie industrielle, par exemple au niveau de l'école polytechnique. Il y a aussi les aspects plus macro, c'est-à-dire comment penser la politique économique et la dynamique de la transition énergétique. Par exemple, peut-on taxer les énergies fossiles et utiliser la fiscalité pour financer la recherche et le développement sur les énergies renouvelables, en particulier sur les photovoltaïques? Ça, ce sont des questions qu'on peut poser avec des modèles mathématiques, et après avec l'économétrie qui va avec. Ça, c'est les questions classiques des économistes. Mais, comme Alain Nadei l'a dit, il faut aller bien au-delà parce qu'il y a des questions sociologiques, sociologie des marchés, de l'innovation, de la science, etc. Je n'entre pas dans les détails. Il y a des questions anthropologiques de la représentation de l'énergie et des questions philosophiques. Sandra Loger, dont a parlé Alain, qui pilote un petit peu ces groupes de recherche, est une philosophe. Les représentations sont importantes. Et là, la question de l'acceptabilité est posée. Il ne faut pas que les SHS fonctionnent pour rendre acceptable les changements technologiques. Ils doivent intervenir en amont pour orienter. On veut être ambitieux aussi la recherche, parce que tout cela dépend des représentations et des catégories qu'on mobilise. Maintenant, après, il y a aussi des aspects plus en amont liés bien évidemment à la régulation, régulation plutôt dans une logique mécanisme d'incitation, économie industrielle, mais la réglementation, les normes aussi sont importantes, comment on inscrit, disons, des solutions que par exemple les économistes ont envisagées dans des lois, et à ce moment-là, les aspects juridiques interviennent directement. Vous voyez donc que toutes les disciplines SHS qui sont représentées sur le plateau interviennent logiquement sur la question de la transition énergétique et sur la question spécifique du photovoltaïque. Alors, on a une programmation sur l'axe 2 de le message environnement-énergie. Je tiens à souligner, bon, bien évidemment, il y a l'occasion d'aujourd'hui, mais aussi dans 2 jours, vous êtes invités à participer au workshop de l'axe 2 à Cachan, donc à l'école normale Paris-Saclay, dans laquelle une réécriture finale du projet en ce qui concerne l'axe 2 sera effectuée, et avec des présentations les matins d'horizons divers et variés sur la question de l'environnement et de la transition énergétique. Il y aura notamment une présentation de Jean-Marc Agatoire. Et il y aura aussi le 14 juin un workshop qui est important parce que concerne directement les solaires et les questions liées au stockage avec l'hydrogène, qui sera donc de réaliser toujours à Cachan, à l'école normale Paris-Saclay. Donc je m'arrête là parce qu'on a, disons, débordé, mais bien évidemment je suis à disposition pour vous donner tous les détails de ces initiatives. Merci Stéphano, merci beaucoup. On va prendre une question, s'il y a une question, pour Stéphano Grossi, directeur de la LSH Paris-Saclay. Bon, je voulais juste rajouter une petite précision sur ce que tu as dit tout à l'heure. L'année dernière, il y avait une journée hydrogène SHS. Bon, c'est mon collègue Alain Guigou, qui doit être dans la salle, qui l'a co-organisé, qui était un peu précurseur à l'ITZ pour ce type d'événement. Donc on peut le remercier. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer à la suite. Alors, la dernière intervention de la matinée, enfin, la session, pardon, c'est conjointement entre l'IPVF et l'INES. Donc, c'est le point de vue des instituts de recherche en photovoltaïque, donc les deux, ce qu'on appelle les instituts de transition énergétique, qui présentent leur point de vue, leur ressenti sur la problématique SHS. Alors, je ne sais pas qui commence ou... Bon. Alors, il y a donc Philippe Malbranche, qui est directeur général de l'INES,
et puis Nicolas Vandamme, qui est docteur, ingénieur R&D photovoltaïque. Bonjour, merci beaucoup à Jean-Marc et Jean-Guy pour leur proposition et le fait qu'on puisse présenter aujourd'hui nos visions en tant qu'ITE dans le domaine du PV. Donc, si on regarde le panorama mondial des grands instituts de recherche qui sont à l'origine des différents records qu'a présenté Daniel Linco ce matin dans le photovoltaïque, donc on peut constater qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont répartis dans le monde. Donc ici, j'ai regroupé une vingtaine de ces grandes universités, grands instituts de recherche. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que l'ensemble de ces instituts qui ont des réflexions très technologiques sur des choses de pointe, des micros, des nanotechnologies, des choses qui sont très techniques, s'intéressent de plus en plus à ce qu'on fait de leur recherche et comment leur recherche impacte la vie des gens. Donc ça passe par des réflexions sur les technologies, comment on les emploie pour aller vers des dispositifs qui vont être utilisés par des acteurs de la population, dans des dispositifs avec des TRL plus élevés, directement dans la société. Et ça, c'est une problématique qui est très liée au sujet que vous étudiez en sciences d'économie et sociale. Je laisse la parole à Philippe pour présenter l'INES. Donc une slide, elle est animée, donc c'est une slide sur l'INES, donc bonjour à tous. Je vais passer très vite sur l'ensemble, donc vous aviez une photo de notre site. Je vais juste mentionner les aspects marquants. Donc on travaille sur de la formation, ce qui est important, et évidemment de la recherche et de l'innovation, essentiellement portée par le CEA. Ce que l'on appelle le solaire chez nous à INES, c'est le solaire photovoltaïque plan et concentré, le solaire thermique, basse température et haute température, et les intégrations de tout ça dans les réseaux thermiques et électriques, les bâtiments, les transports, et je pourrais rajouter les territoires à énergie positive. Voilà, je vais m'arrêter là parce que faut qu'on passe à la suite. Aussi, peut-être un mot, on fait avant tout, par rapport à ce qui a été dit, on fait avant tout de la recherche technologique, c'est-à-dire qu'on recherche le compromis, on ne cherche pas le rendement maximum, qui est plus d'un intérêt, je veux dire, académique, universitaire. On cherche les rendements, bien entendu, élevés, mais qui sont à des coûts atteignables par l'industrie. Donc quand on fait de la recherche technologique, c'est de la mise à disposition de process, de produits, de systèmes, qui peuvent trouver leur place sur le marché. Et ça nous spécifie, ça nous donne une spécificité particulière. Voilà. Alors, côté PVF, l'Institut a été créé en 2013, avec un ensemble de 11 projets scientifiques, dont les partenaires sont EDF, Total, CNRS, Air Liquide, l'École Polytechnique, Oribage, Aubin-Yvon et Ribert. Donc c'est un ITE qui est financé par le Commissariat Général à l'Investissement à travers l'ANR et ces 11 projets. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, l'IPVF est d'abord un institut de recherche technologique. Donc on a 5 programmes de recherche, dont les 3 premiers sont dédiés aux technologies silicium, aux technologies couche mince et aux nouveaux concepts et au rendement photovoltaïque, comment on dépasse les fameux 30% qui ont été présentés ce matin, mais également 2 programmes transverses qui sont un programme de caractérisation de théorie et de modélisation avancée des dispositifs et un programme 5 qui concerne l'économie et l'environnement. Au sein de ce programme, on a initié un groupe de travail entre l'Université Paris-Saclay et l'IPVF
il y a 2 ans, et on espère continuer à discuter sur ces sujets avec vous. Ce programme est en fait constitué d'un projet K qui est dédié à l'économie, aux impacts sociétaux et environnementaux du photovoltaïque. Donc, si on regarde à l'échelle macroscopique, on s'est beaucoup intéressé au marché et aux différentes choses pour essayer d'éclairer les projets de recherche technique et scientifique. On a notamment contribué à la construction d'une vision commune qu'on a appelée le 30-30-30, qui consiste à dire qu'en 2030, le marché sera essentiellement constitué de modules avec des hauts rendements de conversion, autour de 30%, des prix inférieurs à 30 centimes par watt-peak pour les modules. Et donc ça, c'est ce qui donne un peu une stratégie globale au projet de l'IPVF. Mais on s'intéresse aussi, dans ce projet K, à des problématiques SHS et à regarder un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire plus seulement dans les aspects, on a des technologies qu'on va pouvoir appliquer et qui vont correspondre à un marché. On prend les choses plutôt en vision market pool cette fois. Quels sont les besoins des consommateurs? Quelles sont les envies des gens vis-à-vis de leur fourniture d'énergie? Quels sont leurs modèles de consommation? Quels sont les modèles de stockage qui sont développés? Est-ce que c'est du stockage distribué chez eux? Est-ce que c'est du stockage sur les réseaux? Donc on essaye de réfléchir à ces différentes choses. Outre le prix du système et le prix du kilowattheure, qui est quand même l'indicateur macroéconomique clé des systèmes PV, quels sont les critères clés d'adoption? Est-ce que l'impact carbone a un rôle à jouer? Enfin, tout ce genre de questions. On se pose aussi des questions de compétitivité entre différentes technologies, et puis d'impacts environnementaux, d'analyse de cycle de vie, etc. Voilà. Alors, je parlais de marché. Effectivement, ce qu'on constate, et on est au tout début de la courbe que vous a montré Daniel Lanco, c'est que les différents grands majors de l'énergie et les grandes institutions comme l'IEA proposent régulièrement des visions de développement du marché de l'énergie dans son ensemble. Jusque-là, sur le photovoltaïque, ils ont toujours été pessimistes, et c'est ce qu'on voit sur le graphique en haut à gauche. On voit que la courbe noire, qui est le marché réel, va toujours plus vite que les prévisions, et même les prévisions de 2015 se révèlent encore trop pessimistes. Voilà. Donc ça vous montre que, a priori, dans 10 ans, on peut atteindre des quantités de photovoltaïque qui sont considérables sur le réseau. On passerait de 300 gigawatts aujourd'hui à quelques terawatts. Et ça c'est conjoint avec le développement du stockage, c'est conjoint avec tous les autres développements dans l'énergie. Et technologiquement, on ne voit pas de barrière majeure à ce que ça se produise comme ça. Voilà. Si on s'intéresse maintenant au prix, et je vais laisser sur ce sujet la parole à Philippe Malbranche. Merci. Daniel tout à l'heure nous a montré la courbe d'augmentation des rendements des cellules laboratoires records et des modules. Là, corollairement, on vous montre c'est une courbe qu'on appelle d'expérience, courbe d'apprentissage, et c'est une courbe qui montre le prix unitaire en fonction des volumes cumulés mis sur le marché. Donc ça représente quasiment 4 décennies d'avancée. Et donc vous voyez qu'on a démarré avec des produits, je me souviens, on était à 100 francs le watt, donc 10 francs le kilowattheure. Ça c'était le début des années 80. Et puis on a baissé, hein, vous voyez, les années 90, les années 2000, les années 2010. On a atteint des prix tels que vous les voyez. Donc en France, le prix moyen au dernier appel d'offres à 62. Est-ce que je peux dire, oui c'est lui qui est là,
est-ce que j'ai entendu la DGEC dire que le prix minimum observé était de 52 € le kilowattheure parmi ce panel qui présente à 62 € moyen le kilowattheure. Ça va de 52 à 69, je crois que c'est les prix que j'ai entendus. Donc on peut voir qu'en France, on approche le 5 centimes le kilowattheure. Et dans les pays très ensoleillés, il y a eu le Pérou, le Mexique, ça c'était 2016. Début 2017, on a vu apparaître les appels d'Abu Dhabi, qui nous ont mis, enfin Abu Dhabi, le Chili, le Mexique, qui nous ont mis dans la gamme 2 à 2,5 centimes le kilowattheure, enfin ou 20 ou à 30 € le mégawattheure. Donc voilà l'ordre des prix actuels. Et vous voyez que sur la baisse des prix, c'est pas sans fin. On voit que ça s'arrête au niveau de l'échelle des dizaines de térawattheures et qui, selon les instituts, nous parlent de 10, 20, 30, 50 térawattheures sur la planète. Oui. Il y a eu une étude encre. On a lancé au sein du GP4 une étude qui pouvait voir, qui cherchait à montrer comment ces prix étaient possibles. Donc par rapport au prix de la centrale, par rapport à l'ensoleillement, c'est ça qui vous donne les exemples. C'est tout à fait cohérent entre le coût des CAPEX, alors ça ne se voit pas forcément, mais là on a pris des 800 € le kilowatt, 820 € le kilowatt, des OPEX, des coûts d'accès au capital, et puis des hypothèses un petit peu plus optimistes sur des très grandes centrales qui montrent qu'effectivement les derniers chiffres observés sur Abu Dhabi ou sur le Chili sont complètement cohérents. Et puis, slide d'après, juste un cran, là j'ai mis justement l'appel d'offres AO Creux 2017, et sa fourchette entre 52 et 69, qui montre que la France reste un peu élevée en termes de coûts. Et cette analyse a notamment montré que la France s'illustrait par des coûts d'accès au réseau et des coûts administratifs particulièrement importants par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres pays. Ce qui explique ce différentiel. Alors, globalement, on pense bien au photovoltaïque comme une source d'énergie, mais pour moi, dans le futur, c'est avant tout une source d'effacement de la demande, et on le verra dans un exposé cet après-midi. Donc, on a parlé de l'autoconsommation, c'est le résidentiel individuel, et maintenant, le début du résidentiel, l'autoconsommation dans le résidentiel collectif qui devient enfin partiellement autorisé. Enfin, il y a encore des ouvertures à faire, mais c'est en train d'arriver. Alors au niveau du résidentiel, et bien évidemment au niveau de tout ce qui est zone commerciale, enfin commerce, bâtiment industriel. Alors évidemment c'est une source d'énergie aussi, on peut créer des centrales, alors des petites centrales, des grandes centrales. Et ce qui est très important, donc, vis-à-vis de cette approche SHS, c'est que vraiment tout le monde peut devenir acteur. Tout le monde peut, on est tous investisseurs potentiels. Alors évidemment, comme d'habitude, les grandes utilities, mais les collectivités, les associations, là on a parlé de participation citoyenne. En Allemagne, on est passé de 0 à près d'1 millier d'associations de consommateurs, d'associations de producteurs ou d'investisseurs citoyens qui représentent une grande part. Quand on regarde les capacités qui appartiennent aux utilities par rapport aux capacités qui appartiennent à des privés ou à des associations de partenaires, c'est une très grande majorité justement portée par les particuliers ou les associations. Évidemment, tous les acteurs économiques. Alors là, je n'ai pas mis, mais on suit. Il y a un site web où on montre tous les engagements des grandes sociétés, Google, Ikea, Facebook, etc., qui s'engagent à utiliser les énergies renouvelables. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout le monde peut devenir acteur de ça.
Alors juste un petit rappel, les conditions de fonctionnement optimal du photovoltaïque, c'est peut-être au plus près de la consommation, donc si possible sur la toiture. Et puis, alors ce n'est qu'un début de réponse, hein, mais pour être valorisé au mieux, il y a une question sur le stockage, et on y reviendra dans l'après-midi. Très important d'utiliser le système d'information, le big data, pour valoriser le photovoltaïque au mieux. J'expliquerai cet après-midi avec tous les services que l'on peut apporter comment ça peut se faire. Et puis réduire les coûts de fonctionnement, donc arriver à une énergie qui va nous coûter moins de 2 ou 3 ou 4 centimes. Alors, SHS, on a essayé d'y réfléchir. Ça rejoint les bulles qu'on a vues tout à l'heure. C'est à peu près la même chose. Bon, alors la partie environnementale, c'est pas le sujet aujourd'hui. Bon, les emplois, les prix connus à l'avance, tout ça, c'est des choses que je vais détailler dans un slide après. L'importance sur la balance commerciale, sur les emplois, sur la sécurité d'approvisionnement. Beaucoup de conflits sont liés à des accès à des ressources fossiles, donc le photovoltaïque contribue à diminuer tout ça. Et pareil, en lien avec ça, c'est souvent aux mains de monopoles, de dictatures, et tout ça, c'est pas le mieux pour la stabilité des pays. Et donc le photovoltaïque traite tous ces sujets-là. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Juste un petit zoom en 2-3 slides. L'emploi. Alors il y a différents graphes qui existent. Là, on a sorti un des derniers de l'Agence internationale des énergies renouvelables, qui montre que le solaire, parmi toutes les différentes formes d'énergie, est un des plus créateurs d'emplois, essentiellement au niveau de l'installation, pas tellement au niveau de la fabrication des usines, de fabrication de panneaux, mais essentiellement lié à l'installation. Et en termes d'impact économique, bien, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a accès à une ressource locale, à prix garanti, hein, tout est lié par le crédit qu'on l'en fait, et donc sa durée d'amortissement, mais pendant tout ce temps-là, globalement, on a un prix de revient de l'électricité connu, donc c'est une forme de sécurisation de son pouvoir d'achat, alors pas forcément de toute sa consommation, mais 20, 30 ou plus, 20, 30 ou 40% de sa facture énergétique peut devenir complètement maîtrisée grâce à un investissement dans le solaire. Deux choses qui ont déjà été un petit peu mentionnées. Dans le futur, ce sont les pays les plus ensoleillés, à l'heure actuelle les plus pauvres, qui auront accès à cette ressource la moins chère. Vous avez vu que d'ores et déjà on est autour de 2 centimes le kilowattheure. Forcément dans 10 ans on sera plutôt autour de 1 centime le kilowattheure dans ces pays-là, et ça va donc être les pays qui pourront faire des choses avec ça, produire de l'hydrogène, raffiner des ressources, etc., etc. Donc on arrive, le mot géopolitique a déjà été prononcé, mais on arrive à un nouvel ordre mondial potentiel grâce à cette redistribution de richesses. Et évidemment, diminution des flux fossiles. Donc ça, c'est tous les sujets à aborder au niveau économique. Et au niveau social, sociétal, bien, on est sur une énergie particulièrement égalitaire. Vous recevez au niveau de votre appartement, de votre maison, autant d'énergie que le voisin. C'est pareil au niveau de la ville. Et entre région et pays, le pays voisin a à peu près la même ressource que vous. Donc voilà, ça évite beaucoup de choses. Moins de corruption, moins de monopole. Tout ça, ça enjoint en cours à favoriser le partage, l'échange. Quelque chose qui est très important aux yeux de la Commission européenne, c'est le retour du pouvoir aux consommateurs. Donc voilà les principaux points au sens de cette société plus égalitaire et aussi plus résiliente.
Il y a des courbes en Allemagne qui montrent que le taux de problèmes sur le réseau a complètement diminué depuis les 20 dernières années, en parallèle à l'augmentation de la pénétration des énergies renouvelables, qui est passée de 3% à 30%, et essentiellement du solaire et de l'éolien particulièrement intermittent. Et le taux de disponibilité globale, le nombre d'heures d'absence de réseau sur le réseau a complètement diminué. Pour montrer qu'il y a une résilience intrinsèque dès lors qu'un système est habitué à répondre à des variations. Le jour où il y a une rupture quelque part, étant donné que vous n'avez pas mis tous les œufs dans le même panier, ça passe beaucoup mieux. Donc moindre risque, moindre sensibilité économique, donc tout ça, ça concourt à la résilience. Je crois qu'on en a un. Comment alors voilà, c'est dernière slide avant la conclusion. 2 enjeux forts, c'est l'information et la formation. Là, on compte sur vous tous. Il n'y a pas de barrière technologique, enfin on y reviendra. Le stockage a été mentionné, mais il ne faut pas avoir le stockage de manière solitaire pour le solaire, mais avoir une approche globale sur solaire et éolien, l'ensemble des énergies variables. C'est une opportunité fantastique. Que ferait-on si on n'avait pas ça? Parce que on voit qu'on va répondre à un tas de besoins à moindre coût. Donc voilà, il faut en profiter. Alors c'est vrai que là, on n'est pas sur un long fleuve forcément tranquille, mais les défis sont avant tout réglementaires, juridiques, ça a déjà été mentionné, et financiers. Et donc pour accélérer cette transition nécessaire, il y a besoin de diffuser l'information, il y a des avantages, des inconvénients, il y a beaucoup d'idées reçues encore à expliquer. Et l'enjeu pour moi des SHS, c'est vraiment de proposer des visions, des scénarios de transition en montrant les objectifs et les gains potentiels, et pour donner envie, c'est-à-dire réduire les résistances au changement, qui sont réelles et qui sont encore très fortes pour la décennie à venir. Voilà, et en dernier lieu, il faut faire évoluer toutes les réglementations, les dispositifs incitatifs. On a parlé des tarifs d'achat, ils sont en voie de disparition, bon, c'est logique, mais il faut mettre en place les bons business models qui permettent d'avancer. Voilà. Donc en conclusion, on est sur une révolution technologique, le mot révolution a été mentionné, mais pas uniquement, pas que technologique, c'est une vraie révolution culturelle qui modifie beaucoup de choses. Donc il y a un enjeu fort à mobiliser tout le monde pour recomposer une vraie vision qui montre les enjeux, disposer des outils montrant les atouts de tout ça pour alimenter le débat public. Est-on sur la bonne voie? Si toute transition, il y a différents chemins. Comment optimiser tout ça? Et puis dernier point, encourager, il y a encore d'innovation à faire et s'appuyer sur le territoire qui est très important. On est sur une énergie locale, décentralisée, donc les territoires vont être vraiment à la base de tout ça. Merci, je vous remercie pour votre attention. On peut vraiment remercier Philippe Malbranche et Nicolas Vandamme pour cette présentation commune, IPVF, Inès, sur les problématiques SHS, avec une carte tout à l'heure qui ressemblait beaucoup, au moins sur la forme, mais je pense aussi sur le fond, à celle d'Alain Adaï. Donc ça veut dire que c'est très encourageant sur le fait que ces problématiques peuvent être traitées aussi en commun. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer. Est-ce qu'il y a une question? On va prendre une question seulement parce qu'on est un peu en retard. Oui, vous pouvez vous présenter. Je serais intéressé, donc vous avez présenté beaucoup d'intérêts en termes politiques de l'énergie solaire. Et je ne sais pas si, en fait, toutes les présentations étaient assez positives sur cette énergie. Est-ce qu'il peut y avoir des dangers en termes politiques ou sciences humaines et sociales de cette énergie? Moi je vois un point qui nous chiffonne un peu, mais qui est en train qui a priori va pouvoir s'évacuer, c'est qu'il ne faudrait pas passer d'un monopole des pays pétroliers
très centré sur le Moyen-Orient ou ailleurs, a un monopole d'un seul pays qui produise les cellules, la Chine. Ils ont 70% du marché mondial. C'est vrai qu'ils ont eu une vraie vision stratégique et ils y vont à fond. Mais voilà, pour moi, il y a cette inquiétude-là. On a encore les technologies qui vont bien en Europe, ailleurs dans le monde. Et puis les modules auront une capacité à être décentralisés. L'optimum d'une usine de modules peut être beaucoup plus localisé, on va dire. Et donc ça, il y en aura dans tous les pays. Et même les Chinois commencent à mettre leurs usines partout dans le monde, au Brésil, en Europe, pas encore en Afrique, mais ça serait tardé. Donc voilà, moi c'est un des seuls soucis géopolitiques global qui serait celui-là. Je ne sais pas si... Par ailleurs, la ressource est tellement gigantesque, hein, le silicium, quatrième élément de la croûte terrestre, enfin, donc il n'y a pas de limitation. Donc je ne sens pas de prise de pouvoir d'un pays sur les autres. Voilà. On va arrêter là. Alors peut-être que je suis désolé. Je vous rappelle vous avez vu tout à l'heure la personne qui filme toute la journée, donc on aura les débats filmés, restitués. On ne manquera rien. On va s'arrêter là parce qu'on est vraiment en retard et la pause va être raccourcie. On reprend à 11h20.